J'ai rencontré Éric Rohmer parce que j'étais déjà au conservatoire de musique et parce que je savais chanter. Un ami à moi me dit: ah, mais oui, il y a une audition, il y a un cinéaste qui est un ami qui va monter le premier roman courtois, Perceval. J'avais aucune idée de ce qu'était Perceval, Les Chevaliers de la Table Ronde un petit peu, mais et voilà, il cherche la Blanche Fleur, l'incarnation du premier roman français, Blanche Fleur, et toi avec tes cheveux blonds et tu sais chanter, vas-y, voilà. Et donc j'avais un numéro de téléphone, j'ai appelé, c'est Eric qui m'a répondu et je lui ai dit, mais je sortais de mon bain en fait, j'avais les cheveux mouillés, je lui ai dit, ah non, il me dit, bah venez tout de suite, je lui ai dit, je ne peux pas parce que j'ai les cheveux tout mouillés. Et il m'a dit, ah non, non, mais ça ne fait rien, vous pouvez venir avec les cheveux mouillés. Donc je me souviens que la première fois où je l'ai vu, j'ai frappé à la porte où je frapperai longtemps, sa petite porte de son bureau, un peu plus loin, avenue Pierre Ier de Serly. Et il m'a tout de suite impressionnée parce que j'avais peur. J'étais une espèce de petite sauvageonne qui venait d'arriver à Paris. Et pour moi, l'idée d'un grand metteur en scène et de peut-être un grand rôle, l'incarnation de Blanche Fleur, un rôle si poétique, je me suis dit c'est merveilleux. Mais avec Eric, il y avait tout de suite un rapport qui allait droit à l'essentiel. Donc c'était pas mon désir d'être actrice et de chanter dans un film qui était suffisant pour lui. Il fallait vraiment, comme une sorte de taxidermiste, qu'il sache à qui il avait affaire. Et c'est pour ça que ce qui est merveilleux aussi avec un cinéaste comme Eric, c'est l'attention si particulière qu'il prenait à ces sujets qui devaient être, qui devaient passer une sorte d'examen très long. Parce que finalement, avant que je sois sûre de faire le rôle, pour Perceval le Gallois, on a commencé à faire des assemblées de lecture, ensuite on a commencé le chant, la manière médiévale de l'appréhension de la musique, ensuite avec lui, et tout ça m'a absolument immédiatement passionnée. Je suis allée donc à la Bibliothèque nationale, consulter les manuscrits du XVe siècle, ouvrir ces enluminures extraordinaires pour connaître toute la chanson de gestes, ce qu'étaient les mystères du Moyen-Âge, ce qu'était Perceval le Gallois, avec cette représentation qu'avaient les gens de l'époque du monde, de la terre, des oiseaux, du monde qui les entourait. Il fallait apprendre tout un grand apprentissage. Et moi j'étais très débutante, et je dois dire qu'il m'a tout appris, dans le sens que par exemple, j'avais comme tout le monde lu Marivaux et Molière à l'école de manière très scolaire, et avec Eric, on commençait à entrer dans des textes de manière tellement intelligente, par le biais toujours de la légèreté et de mine de rien, du jeu. Et voilà, et on plongeait tout de suite dans la création, sans qu'il n'y ait jamais, et ça jusqu'à la fin de sa vie, ni des questions commerciales, ni des questions ah, est-ce que le film va faire des entrées, ou est-ce que ça va être un film qui va casser la baraque, etc. Il n'a jamais été question, c'était merveilleux. Et je n'ai jamais retrouvé ça qu'avec Eric. Il n'a jamais été question que de cinéma, de littérature, de poésie, de peinture, d'art du cinéma. À l'époque, j'ai connu Marie Rivière, j'ai connu Pascal Augier, j'ai connu Rosette. Et puis, je lui ai présenté Pascal Grégory un peu plus tard, quand on a joué à Nanterre. Mais il y avait déjà la plupart de ces acteurs récurrents qui étaient là, oui, en même temps que moi. Ils prenaient vraiment les gens pour ce qu'ils sont, comme une sorte de matière précieuse, et il allait en faire des personnages. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que Eric n'est jamais entré dans ce système tellement réducteur qu'est le star system. Et il fallait une forme de pureté, d'innocence, j'imagine. C'est ça.
Et ce qui était important et ce qui a toujours été la logique d'Éric, et qui est une logique vraiment de cinéma de la nouvelle vague, c'est-à-dire de faire avec le réel qui vous entoure de la fiction et d'utiliser les choses les plus simples qui finalement sont les plus luxueuses. C'est-à-dire que si quelqu'un a une maison de campagne, on va articuler son cinéma autour de cette maison de campagne. Si on a un copain qui a un garage, eh ben on va faire une scène dans un garage. Et ça, c'est une chose tellement rafraîchissante et merveilleuse. Avec Éric, il n'y avait pas beaucoup d'indications psychologiques, jamais. Jamais, jamais. C'était plutôt. Il était lui-même un être d'une si grande intelligence, d'une si grande acuité. Il sentait tellement le monde et l'arrière-monde de ses interprètes qu'il les manipulait de manière étonnante pour entrer dans le jeu comme si on n'y entrait pas. Ça, c'est formidable. C'est le contraire de certains metteurs en scène qui vous disent à l'intonation près, au timbre près, ce qu'il faut faire. Il y a des metteurs en scène comme ça. Je détestais ces abat-jours et je trouvais que c'était vraiment une espèce de kitscherie poético nulle. Je disais, c'est ringard ces abat-jours. Ils me disaient, mais non, écoute, c'est très joli et puis tu feras des aquarelles. Je dis, mais oui, mais je trouve ça mais vraiment super nul. J'étais là en train de faire ces aquarelles, c'est pas du tout mon truc. Mais il me disait, mais écoute, c'est comme ça, tu n'as pas à me contrarier sur tout, ton personnage, c'est pas toi, et tu dois faire ces abat-jours. Bon, alors j'ai dit d'accord. Mais je voulais quelque chose de plus warholien, je voulais des choses, voilà, plus mode, j'avais d'autres idées, mais je me pliais à la logique esthétique. Il pensait que les textes s'usaient aussi, donc rarement on lisait les scénarios, jamais même. On parlait plutôt des thèmes qu'on allait aborder, et pour entrer dans des questionnements, et puis je me souviens que quelquefois nos conversations donnaient lieu à des écritures, et on retrouvait ce qu'on avait dit soi-même dans la bouche d'autres personnages, et des espèces de dialectique, enfin d'opposition, alors que, voilà, c'est une chose dont j'ai eu l'expérience. Il prenait les concepts, les idées, et il en faisait une écriture magistrale de simplicité, de logique. Mais il s'inspirait de notre syntaxe plutôt, de la manière dont on vivait les choses. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec lui, il n'y avait pas de système, c'est-à-dire qu'on ne se sentait pas tout à coup une sorte de cobaye qui allait être vecteur de son histoire. On parlait, c'était toujours tellement enrichissant, toutes les conversations avec lui, que c'était parfois tour et alentour, vraiment c'était très loin de ce qu'on allait faire, mais lui en prenait la substance, voilà, c'est ce génie de la manipulation. On avait toujours l'impression d'être extraordinairement libre, mais ce n'était qu'une impression. Voilà, ça c'est son grand génie. Parce que tout était pensé, cadré et monté. Monté, c'était vraiment une science de l'espace aussi, et de la beauté, du cadrage, avec... Enfin, j'ai appris ça plus tard, mais j'ai appris ça quand j'ai lu Le goût de la beauté dans ses livres très savants. J'ai appris la manière géniale qu'il avait de théoriser l'écran de cinéma, la manière très géométrique, très pensée, très savante de comment faire un cadre, de comment... Mais nous, quand on jouait, on n'imaginait pas ça du tout, parce que d'abord, il était lui-même d'une espèce de fausse maladresse absolue, ce qui fait que ça nous mettait plutôt dans un déséquilibre plutôt qu'autre chose. On n'était jamais installé confortablement dans le jeu. C'était toujours réinventé. Bon, Éric a commencé à apprendre le piano à l'âge de 70 ans, je crois, et on écoutait beaucoup de choses. Et je me souviens, moi j'aime beaucoup la musique baroque, je mets Bach, Vivaldi, Rameau,
et puis jusqu'à Gluck, enfin toute cette partie de la musique vraiment aux avant-postes. Et lui aimait notamment Schubert et Beethoven, que j'aimais moins, donc on avait des très très grandes discussions musicales. Mais je faisais semblant de chanter des trucs de Schubert que je chantais exprès très très mal pour lui démontrer à quel point Schubert, c'était pas intéressant. J'ai fait quelques films avec Eric, et puis après j'ai commencé à chanter de plus en plus, et puis après j'ai eu beaucoup de succès avec mes albums, qui était une chose aussi miraculeuse, parce que c'est tellement difficile l'univers de la musique et de la... Et le fait d'être entendu, et donc moi, mes disques ont tout de suite été des disques d'or et des disques de platine, ça a tout de suite été très populaire. Et donc à un moment donné, là, pour Amour symphonique, voilà, c'était une petite amie chanteuse qui était une fan à moi, qui m'avait vue dans un rôle de James, que je jouais, Henry James, que je jouais au Rond-Point. Et elle m'a dit, mais je veux vous produire, etc. Et Amour symphonique, elle était liée à un studio auquel on pouvait avoir accès, et je pouvais faire un clip. Donc j'ai absolument tout de suite voulu que ce soit Eric qui le fasse. Et on n'avait pas du tout d'argent, mais on avait des studios où il y avait notamment les premières tables de montage avec le système Flame, et où on pouvait faire des incrustations en un temps comme ça. Et Eric a beaucoup aimé l'idée de prendre une carte postale et d'en faire le fond du décor de l'Opéra Bastille. Et donc ça l'a beaucoup intéressé, et c'est de là où viendra ensuite l'idée pour l'Anglaise et le Duc de faire tout un film sur fond vert, en fait. Mais c'était le début de ça. Et donc c'est à travers cet amour symphonique que les choses se sont faites. C'est très gracieux comme histoire. Alors là, j'étais toute débutante, j'avais 22 ans quand j'ai fait Chassé-Croisé, et les gens que je voyais à l'époque, je leur avais demandé à la Romère, c'est-à-dire sans argent, c'est moi qui faisais le plat de nouilles pour nourrir l'équipe qui était microscopique, et mes amis qui faisaient tout ça gracieusement pour faire Chassé-Croisé. Et vous savez, j'ai gardé, et je bénis Eric de m'avoir donné cette approche du cinéma qui est qu'on peut tout faire avec très peu d'argent, et que ce n'est pas l'argent sur l'écran qui fait ni le talent ni la force des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. J'ai profondément gardé ça. Et sur des films, après j'ai été sur des films, des très grosses productions où on était très gâtés, et où je voyais tout cet argent qui allait dans des bêtises, et ça me rendait malade. Et je me disais, tiens, eh bien les gens de la Nouvelle Vague, ils auraient fait 15 films au lieu d'un. Et j'ai toujours gardé ce vertige et cette envie de faire des films avec rien, juste avec de l'intelligence, de la pensée, de la connaissance et du génie. Ça, c'est terrible. La traversée du désir, ça a été un film, c'est-à-dire que moi je me suis, grâce à Eric, intéressée à la technique du cinéma. Il était comme Hitchcock qui disait que la technique du cinéma s'apprenait en un quart d'heure. Et moi j'ai acheté les mini-caméras et j'ai commencé à filmer très très tôt. Dès que les mini-caméras sont arrivées, j'ai commencé à filmer. Et donc j'ai fait un film qui s'appelle La traversée du désir, que j'ai mis 10 ans à faire. C'était un film très warholien du coup. C'était simplement une simple question posée comme ça à brûle-pourpoint avec une petite lumière que j'avais achetée au musée d'art moderne de New York. Et voilà, j'éblouissais la personne et je lui posais caméra au point une question, toujours la même. Et après j'ai monté ça par un système de logique interne
et de déroulement, et ça fait comme une sorte de cadavre exquis surréaliste, où j'ai tous les gens que je croisais et qui me semblaient énigmatiques, je posais la question. Quand je suis arrivée du Mexique, j'étais quand même un oiseau assez exotique pour Eric, et notamment mon rapport au catholicisme qui était très fervent, mais j'avais le catholicisme, la foi du charbonnier. Je lui racontais à quel point j'avais fait tellement de processions, j'allais toujours à l'église avec, voilà, je suis quand même de culture très mexicaine. Et tout ce côté exotique et notamment cette iconographie christique qu'il appelait Saint-Sulpicienne, mais que moi j'appelais la vérité du catholicisme, les chants, les cantiques, les fleurs, la beauté du catholicisme et des églises, ça comptait beaucoup pour moi. Et voilà, là je crois qu'il me regardait avec des yeux tout à fait étonnés.